Bonjour. La suite de la leçon. On s'est arrêté à la scène 12, les arguments avancés par Crayon pour convaincre sa nièce de revenir sur son projet. Au départ, on a vu, le premier argument, c'est les moyens rudimentaires, son statut de roi. Ensuite, deuxième argument, c'est la désacralisation du mythe. Troisième argument, la profanation de l'enterrement. Et le quatrième argument qu'on a vu, c'est la banalisation de la politique. Il lui rappelle que la politique est une sale affaire et qu'il ne l'a pas choisie, mais il lui a été imposé. Et l'enterrement de Polynice, n'est qu'une affaire de politique, c'est pour donner l'exemple. La suite des arguments avancés par Crayon, il y a la sixième séquence. Cinquième séquence de la pièce, de la page 84 à la page 90. Là, ayant constaté que Antigone est inébranlable, que Antigone est trop difficile à convaincre, Crayon a choisi de jouer sa dernière carte. C'est un secret qu'il détient, lui seul, c'est le mauvais passé des deux frères. Bien, il lui révèle que Étéocle et Polynice étaient tous les deux débauchés, deux voyous, deux mauvais types qui maltraitaient leur père, leur petite sœur et battaient leur père. Et que ni l'un ni l'autre ne mérite cet enterrement. Tout simplement, pour donner l'exemple, il a pris au hasard un cadavre sans savoir de qui il s'agit et il l'a enterré. Et il a dit, ça m'est égal. Il a choisi le cadavre le moins abîmé et il l'a enterré. Et c'est celui de Polynice. Donc c'est une affaire tout simplement de politique, c'est donner l'exemple. Alors il lui a dit que les deux frères ne méritent pas, ni l'un ni l'autre ne méritent l'enterrement. Donc face à cette terrible vérité, Antigone baisse la garde, craque et décide de remonter dans sa chambre. Alors, par cet argument, le mauvais passé des deux frères, Crayon arrive à dominer sa nièce. Mais ce n'est pas pour longtemps. Par excès de zèle, il va lui proposer une solution. C'est la sixième séquence ou bien c'est la sixième partie de la pièce. Ne reste pas trop seul. Allons vite cuisinier, appelle tes gardes. Le roi propose à sa nièce de jouir des plaisirs de la vie, du bonheur de la vie, de se marier. Pourquoi? Parce que pour Crayon, le mariage, le bonheur, c'est très simple. C'est quelque chose de très simple. C'est quoi? Pour lui, le bonheur, c'est le mariage, c'est avoir une occupation dans la vie, avoir des enfants, un enfant qui joue à vos pieds, un livre qu'on aime, un bon pour se reposer le soir, etc. Cela veut dire que Crayon lui propose un bonheur très simple, très réaliste, très modeste. Une fois il lui a proposé ce bonheur, Antigone s'enflamme de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il a une autre conception du bonheur. Bien, pour Antigone, le bonheur, c'est l'immédiat, ce qui est immédiat, ici et maintenant. Pour elle, le bonheur, c'est absolu, c'est parfait, c'est l'idéal. Ce n'est pas le bonheur de Crayon, accepter les banalités et la bassesse de la vie quotidienne. Antigone est un personnage avide d'un bonheur absolu, total et idéal. Donc,
Là, il y a deux conceptions différentes qui s'opposent. Il y a la conception du bonheur chez Créon et la conception du bonheur chez Antigone. Très bien. Je résume. La proposition d'un bonheur, c'est pour Créon, le mariage pour lui et les jouissances concrètes de la vie. Antigone rejette en bloc ce bonheur proposé par son oncle car elle rêve d'un bonheur parfait, idéal et immédiat. Et donc, Antigone revient au point de départ et rejette en bloc tous les arguments proposés par le roi. La mission a échoué. Donc passons maintenant à une scène du dénouement. Pour vous rappeler tout simplement, la structure dramatique, ou bien une pièce de théâtre, se compose de 3 parties. La scène de l'exposition, la scène du nœud et la scène du dénouement. Alors, la scène 13, de la page 97 à la page 99. Un petit résumé tout simplement de la scène. Pardon. Ismène intervient de nouveau, demande pardon à sa sœur et il lui annonce qu'elle veut partager son sort. Sortir avec elle pour enterrer Polynice. Antigone rejette durement cette solidarité parce qu'il la juge tardive. Et elle se sert de cet incident pour pousser le roi à la condamner. Antigone est alors amenée par les gardes, suivie par sa sœur et perdue. Donc, le roi a déjà donné l'ordre de la condamnation d'Antigone. La scène suivante. Créon est seul avec le cœur. Celui-ci incarne en quelque sorte sa mauvaise conscience. Il tente de le faire revenir sur sa décision et l'avertir des conséquences de son acte. Mais Créon se justifie, donne des arguments. Antigone voulait mourir. Personne ne parvient ou bien n'a le pouvoir de l'arrêter. Polynice n'était qu'un prétexte pour elle. Le véritable crime aurait été bien sûr de la condamner à vivre. Bien, donc Antigone est un personnage pour la mort, fait pour mourir. La scène suivante, de la page 100 à la page 105, c'est le face-à-face d'Aimon et de son père Créon. Pour vous rappeler, Aimon c'est le fiancé d'Antigone. Donc voyons qu'on emmène Antigone, Aimon réclame l'aide de son père. Il demande à son père d'intervenir en faveur de sa fiancée, Antigone. Aimon plaide en faveur de sa fiancée. Créon lui demande de l'oublier. Essaie également de le convaincre d'oublier Antigone, plutôt après l'intervention du cœur qui propose quelques alternatives, dire qu'il est malade ou bien l'enfermer, plutôt dire qu'il est folle et l'enfermer, dire gagner du temps et la faire fuir quelque part, etc. Bien, donc le cœur propose de faire passer Antigone pour une folle, de la faire fuir secrètement. Et donc, un nouvel affrontement commence entre le père et le fils. Créon rejette catégoriquement, définitivement les demandes de son fils, pour plusieurs raisons. Petit a, il a tout essayé pour la convaincre, c'est-à-dire Antigone est un personnage difficile à convaincre, un personnage récalcitrant, un personnage, si vous voulez, difficile à faire plier. Deuxième argument. Antigone a préféré sa folie et la mort. Pour Créon, l'affaire d'Antigone est une affaire de choix personnel. Troisième argument, tout Thèbes est au courant de ce qu'il a fait. Tout Thèbes dans la pièce, tout Thèbes sait ce qu'il a fait. C'est-à-dire, tous les Thébains savent
que Antigone a bravé, a outrepassé le décret royal ou bien a défié la loi du roi. Bien. La scène suivante. Touché par l'amour démon, le cœur exhorte Créon à faire quelque chose pour son enfant. Créon est lui-même atteint par ce malheur. Mais il n'a rien à faire, bien sûr, parce que Antigone a déjà choisi sa destinée. La scène suivante. Antigone rentre soudainement, poursuivie par la foule haineuse qui envahit le palais et réclame l'intervention de Créon pour sauver la jeune fille. Créon sort vite pour rétablir l'ordre, laissant le premier garde auprès d'Antigone. Bien. La scène suivante. Antigone est seule avec le garde. Bien sûr, dans l'attente de sa condamnation définitive. Antigone lui demande de transmettre une lettre à son fiancé aimant. Au départ, le garde a refusé, mais elle accepte enfin de la prendre sous sa dictée, contre une bague en or. Antigone commence donc à réaliser la gravité et l'absurdité de son geste. Sa présence avec le garde, c'est un moment de désillusion. Il commence à évaluer l'ampleur de son acte. Et en même temps, la présence du garde, si vous voulez, aggrave la situation d'Antigone. Pourquoi? Parce que le garde, du point de vue moral, est un homme stupide, grossier et vulgaire. Il n'est d'aucun secours pour Antigone dans cette peine ou bien dans cette terrible situation. Il est un homme matérialiste, corrompu et rongé par ses affaires personnelles. Il profite du malheur d'Antigone, bien sûr, pour avoir la bague. Il est inhumain, insensible et indifférent envers le sort tragique qui attend Antigone. Il ne parle que de ses soucis matériels, de son éternelle rivalité avec ses supérieurs, avec les sergents, etc. Il est également comique, surtout lorsqu'elle répète d'une manière comme un écolier qui peine sur sa dictée, les phrases dictées par Antigone. Sa présence est une véritable torture pour Antigone. Sa présence accentue la solitude et les angoisses de la princesse. L'attitude d'Antigone envers son geste, c'est un moment décisif, c'est une scène où Antigone a révélé un autre visage, une autre nature. Antigone commence maintenant à réaliser la gravité de ce qu'il a fait. Et on a dit au départ que c'est un personnage courageux, c'est un personnage déterminé, c'est un personnage résolu, c'est un personnage difficile à convaincre, mais à la fin, dans cette scène, il commence à manifester quelques défaillances. D'abord, dans cette scène, Antigone craque et avoue ses faiblesses. Il affirme qu'il a peur. Et normalement, un héros n'avoue pas sa peur. Et il commence à demander pardon à Aimant. En demandant pardon à Aimant, implicitement, il reconnaît son erreur. Il demande également pardon à toute la famille pour les malheurs qu'il a causés. Et là également, il avoue ses erreurs, ses faiblesses. Bien. Il déclare également que Créon a raison. Pour la première fois,
et elle dit Créon avait raison. Indirectement, Antigone a tort, peut-être. Et donc, il évalue la gravité de son acte. Et donc, elle déclare également qu'elle ne sait pas pourquoi elle meurt. D'abord, en premier lieu, dans les premières scènes de la pièce, elle disait « Je vais mourir par devoir fraternel. Je vais mourir pour la cause de mon frère. » Pourquoi? Parce que il est de mon devoir de l'enterrer. Celui qu'on n'enterre pas, son âme ne connaîtra jamais de repos. Donc ici, il dit qu'il est guidé ou bien il est poussé par un devoir fraternel, un devoir moral, un devoir religieux, c'est l'enterrement de son frère. Mais dans une autre scène, lorsque Créon lui pose la question « Pourquoi fais-tu ce geste absurde alors ?» Et il dit « C'est pour moi ». Donc, ce n'est plus une affaire religieuse ou bien une affaire morale, mais ça devient une affaire personnelle. C'est pour moi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas pourquoi je meurs. Et comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Ainsi rend-elle son geste absurde et dénué de toute raison. Antigone ne sait plus maintenant pourquoi elle meurt. Il donne raison à Créon et il se pose des questions à propos de son acte. Bien. La scène suivante, c'est la scène 19, de la page 117 à 119. Je rappelle, entre parenthèses, que la subdivision que j'ai choisie reste personnelle, juste pour faciliter le travail. Jean Anouilh n'a pas voulu mettre de scène explicite comme ça, numérotée, comme dans le théâtre classique. Il a laissé au lecteur le choix de préciser bien sûr les scènes en fonction des sorties, de l'entrée ou bien de la sortie d'un personnage. Donc, dans la pièce, il n'y a pas, par exemple, scène 21 comme ça, ou bien scène 20 ou bien scène 19. C'est tout simplement pour rendre un petit peu le travail commode et facile. N'est-ce pas? Faciliter le travail. Donc, ne dites jamais que c'est la scène 21 ou bien la scène 20 ou bien la scène... Dans une scène. La scène du face-à-face entre Créon et Antigone par exemple. Ou bien cette scène du nœud. On ne dit pas scène 21 ou bien 20 ou bien 19. Pourquoi? Le choix du dramaturge, Jean Anouilh, est bien ciblé. Ça entre dans le cadre de la modernisation de la pièce d'Antigone. Il s'écarte un petit peu des normes du théâtre classique. Les codes du théâtre classique, pour une pièce de théâtre, doit bien sûr respecter, une parenthèse, respecter certaines normes, le nombre des actes, le nombre des scènes, la règle des 3 unités, le respect de la bienséance, etc. Antigone est une pièce moderne pour plusieurs raisons. Entre autres, il y a les scènes. Il n'y a pas de scène précise et claire. Je reviens. Donc, la scène 19, l'annonce de la nouvelle du suicide d'Antigone dans son tombeau et de son fiancé aimant à ses côtés. C'est le messager qui vient apporter cette terrible nouvelle. Donc, je répète, Antigone a été enterrée vivante dans une caverne souterraine où il va se pendre, se suicider à l'aide des fils de sa ceinture. Le roi avait l'intention de l'enterrer vivant. Pourquoi? Pour qu'il meure à petit feu. Pour qu'il souffre. Mais qu'est-ce qu'il a fait, elle? Pour abréger ses souffrances,
et s'est suicidée. Et à côté d'elle se suicide également son fiancé aimant. Ça, c'est pour la scène. Le dénouement est bien sûr tragique. On a deux suicides. La scène suivante, ou bien la scène 20, ayant appris le suicide de son fils aimant, Eurydice, sa mère, calmement se coupe la gorge dans sa chambre. Bien. La dernière scène de la pièce, c'est de la page 122 à 123. Je vous rappelle que la précision des scènes se fait en fonction de la sortie ou bien de l'entrée des personnages. Donc, une dernière intervention du chœur pour commenter la situation, pour commenter la tragédie d'Antigone. Donc, bien sûr, la vie continue tristement pour le roi qui reste seul dans son palais attendant la mort. Et bien sûr, la vie continue naturellement surtout pour les gardes parce que, comme on l'a déjà dit, ils sont dépourvus de toute imagination, ils continuent leur vie en apportant leur litre de vin rouge et en continuant à jouer aux cartes. Mais les grands perdants de la tragédie, bien sûr, c'est Antigone, c'est Aimant et c'est Eurydice qui ont choisi un chemin, qui ont choisi, à mon avis, le mauvais chemin. Et la vie continue. Donc, pour la pièce d'Antigone, c'était donc un bref aperçu sur les événements qui se sont déroulés dans la pièce d'Antigone et l'analyse succincte, brève de certains passages, juste pour avoir une idée simple sur le contenu de la pièce. Effectivement, il y a beaucoup à dire à propos de certaines scènes, mais vu la contrainte du temps que j'ai déjà signalé au début, ne nous laisse pas l'occasion de tout détailler. Et comme ça, je termine cette capsule et je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine séance.